Point de mire sur René Lévesque. Une série de Jacques Bouchard. Narration Céline Marie Bouchard. Premier épisode. Les Québécois reconnaissaient chez Trudeau ce qu'ils auraient voulu être, olé, olé, là, etc. Et peut-être chez moi, ce qu'ils étaient. J'aimerais bien, moi, qu'on dise que pour le meilleur ou pour le pire, mais que j'ai été, jusqu'à un certain point, un reflet convenable d'une époque du Québec tel qu'il était. Et que je l'ai accompagné de mon mieux. Entre novembre 1976 et novembre 1984, René Lévesque connaît l'apogée de sa carrière et l'un des déclins les plus marqués de notre histoire politique récente. Au-delà de ces deux périodes cruciales, ce documentaire de 10 heures vous fera revivre les grands moments de sa vie. Quel drôle de temps, hein? Drôle de lundi 15 novembre 1976, nuageux, gris, un petit peu de pluie ce matin, des petits flocons de neige peut-être cet après-midi, maximum prévu de 5, 6, 8 peut-être, il fait 3 à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une journée d'élection qui s'annonce un petit peu particulière, il y a 550... Le 15 novembre 1976, le Parti québécois, qu'il a fondé, prend le pouvoir en promettant un bon gouvernement et la tenue d'un référendum sur la souveraineté-association. Extraits d'archives et témoignages nous permettent de revivre ce qui s'est passé en coulisses le soir du 15 novembre 1976. Une proche collaboratrice de René Lévesque, Martine Tremblay. Le soir du 15 novembre, j'étais au quartier général de Taillon. Et donc, j'ai passé la soirée jusqu'au centre Paul Sauvé. J'ai passé la soirée tout près de René Lévesque avec quelques autres. Je me souviens du moment d'abord où il a réalisé qu'il allait gagner. Parce qu'en début de soirée, on a commencé à voir les résultats rentrer. Allons maintenant à la permanence du Parti québécois, chez M. René Lévesque. Jean-Robert Nadeau, quelle est l'atmosphère qui règne? Il n'y a pas besoin de vous dire que c'est une atmosphère passablement euphorique à chaque fois que le nom d'un nouvel élu est annoncé ici. La salle n'est pas encore pleine parce que le mot d'ordre avait été de rester dans les comtés respectifs. En fait, le centre Paul Sauvé, d'où je vous parle, est le centre de ralliement à l'issue de cette soirée. Pierre de Bellefeuille, dans 2 montagnes, vient d'être élu! On me donnait perdant, n'est-ce pas, les instances du parti. Je ne pensais pas que Pierre de Bellefeuille, journaliste sans expérience politique, pourrait battre Jean-Paul Lallier, qui était très populaire et remarquablement compétent. C'est à la radio qu'on a entendu, donc, la fameuse annonce là, que si la tendance se maintient, on aura un gouvernement majoritaire. Et là, Lévesque était penché au-dessus de la radio et il n'a pas bougé. Radio-Canada prévoit, si la tendance persiste, que le prochain gouvernement du Québec sera un gouvernement majoritaire du Parti québécois. Cette annonce est faite à 8h41. Je répète, Radio-Canada... Il a comme encaissé, je dirais, le coup parce que il n'osait pas se lever, parce que c'est quelqu'un qui avait de la difficulté avec ses émotions, alors qui cherchait toujours à dissimuler, qui cherchait toujours à ne pas montrer ses émotions. Il était très sensible, mais comme il ne voulait pas le montrer, tout le monde était autour de lui. Et à un moment donné, quelqu'un s'est précipité sur lui pour l'embrasser, puis le féliciter. Parce qu'on n'y croyait pas, personne n'y croyait à cette victoire-là. Ça se poursuit pour le Parti québécois parce que dans Verchères, c'est M. Ostigui qui est défait par le journaliste Jean-Pierre Charbonneau, celui qui a écrit La filière canadienne. Et puis aussi dans Bourget, Camille Lorrain qui reprend le comté qui avait perdu par 300 voix en 1973. Alors Camille Lorrain qui défait le libéral, qui revient siéger à l'Assemblée nationale. Dans Saint-Jean, ça confirme, c'est comté baromètre. Il y a Jérôme Proulx. Dans ma tête à moi, on passait de 6 à 35 députés aisément. J'aurais pu faire une liste des 35 députés, mais le pouvoir, non. Je ne voyais jamais ça. Et l'atmosphère au centre Paul Sauvé était électrisante, c'est le moins qu'on puisse dire. Je laisse le plaisir à Denise. Bourassa, fini, Gérald Godin! On est allé le rejoindre 15 ou 20 minutes après. Quelqu'un est allé voir s'il était prêt à nous voir.
C'était amusant parce qu'il s'était peigné. Il avait resserré son nœud de cravate. Il était assis à une table et il écrivait son discours. Alors, on a attendu qu'il termine et puis là, il a fallu se rendre à l'Assemblée. Je vous avoue que dans Taillon, j'ai le souvenir d'une foule presque en délire. Il fallait que les gens le portent littéralement pour qu'il puisse se rendre jusque sur la tribune. Je peux vous dire que je suis content, je suis fier ici, dans Taillon, d'être je pense ce soir, là, ça a l'air confirmé, le député du comté qui n'est pas seulement le plus populeux, mais qui est... C'est d'abord dans son comté de Taillon que René Lévesque prononce une certaine phrase. Tu sais, on peut être fier. Moi, je n'ai jamais été fier comme ce soir d'être québécois, ça, je peux vous le dire. Puis on va aller essayer de le dire de notre mieux là, à Paul Sauvé, si vous voulez venir avec nous. Là, on y va, OK? Eh bien oui, M. Lévesque vient faire son entrée au centre Paul Sauvé, c'est l'euphorie. Tout le monde se lance sur M. Lévesque. Il est escorté par des policiers de la CUM. L'embrassade entre Doris Lucier et René Lévesque. Claude Charron qui félicite M. Lévesque, réélu dans Saint-Jacques. Claude Charron, il y a également Lise Payette. L'attaché de presse de René Lévesque, Gracia O'Leary. Et quand il arrive, moi, je le vois passer pas très loin de nous autres pour monter sur l'estrade, là. Moi, je le vois dans ses yeux, l'inquiétude qui est là. Mais en même temps, une espèce de fierté, elle est là aussi, cette fierté-là. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. L'image que je garde ce soir-là, c'est d'une grosse dame qui, en pleine rue, court vers un policier puis l'embrasse. Il y avait une expression de joie ce soir, c'était extraordinaire. Et il n'y a pas eu un carreau cassé, il n'y a pas eu un incident. J'ai félicité l'évêque d'ailleurs le lendemain en disant, vous savez, votre grande victoire, c'est qu'il n'y a pas eu un incident. Rien. Je savais à quel point pour lui c'était important, ça. Je veux remercier du fond du cœur tous les électeurs dans tous les coins du Québec qui n'ont pas eu peur du changement nécessaire dans le Québec. Il était, je dirais, presque obsédé par la déclaration que Robert Bourassa allait faire. Et il souhaitait beaucoup que la déclaration de Robert Bourassa soit, je dirais, d'un haut niveau, parce qu'il avait besoin de ça pour calmer son monde aussi. Je voudrais m'adresser au nom de tous les Québécois au milieu économique, notamment au milieu d'affaires et syndicaux, et leur demander, étant donné le contexte, je le fais au nom des Québécois, leur demander d'avoir une réaction réfléchie vis-à-vis des événements de ce soir. J'ai entendu tout à l'heure M. Bourassa qui parle. J'ai entendu tout à l'heure M. Bourassa qui nous a félicités très généreusement et qui a employé des propos extrêmement appropriés et courageux dans une soirée comme celle-là. Je sais ce que c'est, je l'ai vécu aussi, que de perdre. Je sais que c'est dur et je voudrais le féliciter de l'avoir pris de la façon qu'il a montré tout à l'heure. J'étais à mon bureau et j'écoutais les résultats électoraux. Et quand j'ai vu que les péquistes avaient pris le pouvoir, j'ai appelé Trudeau en disant « quel désastre », etc. Et lui a été très, très, très stoïque là-dessus. Il disait « bon, on va faire affaire avec eux. Ils sont élus démocratiquement. Ils vont être obligés de gouverner en faisant face à la réalité. » On me dit que M. Pierre Trudeau, le premier ministre du Canada, est à Ottawa, à nos studios, et qu'il sera en mesure de faire une déclaration que nous allons vous présenter à l'instant. Démocratiquement consulté, le corps électoral du Québec a donné assez de sièges au Parti québécois pour qu'il puisse former le prochain gouvernement de la province.
C'est donc dans le respect du processus démocratique que nous reconnaissons la victoire péquiste. Je revois maintenant des images de moi sur la scène et je sais que le moment qu'on a capté, c'est un moment d'affolement où je me dis, mais Dieu du ciel, dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué? Et ces gens-là attendent tellement de nous, comment on va faire pour satisfaire ce besoin? Je crois que l'évêque, on s'est regardé, j'ai une photo de lui qui n'existe pas, de multiples exemplaires, où j'ai ma main sur sa joue et où on se regarde les yeux dans les yeux. Et j'ai comme l'impression de lui dire, je sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais il faut faire attention. Huit ans plus tard. À l'automne 84, le Parti québécois traverse la pire crise depuis sa fondation en 68. Le chef, lui, vit en secret les moments les plus difficiles de sa vie. Bon, je pense qu'après 25 ans, dans ce qu'on appelle la vie politique, moi, personnellement, je crois que pour toutes sortes de raisons, c'est pas une question. J'ai jamais essayé d'évaluer ce que c'est que le crédit. C'est comme une opération bancaire qu'on fait sur soi-même. Ça, je serais pas capable. Mais une chose certaine, c'est que je sentais, moi, qu'il y avait une sorte d'éloignement entre votre serviteur et l'opinion publique, pour autant qu'on pouvait la sentir, et pas seulement dans les sondages, vraiment dans... Puis en plus, je me sentais, je dois le dire, là, c'était quelque part autour d'un burn-out vers la fin, là, j'étais vraiment crevé. Dès le début de l'année 84, ses proches collaborateurs et amis détectent des signes d'épuisement. Les témoignages de Jean-Roch Boivin, Yves Michaud, Louis Bernard et Michel Lemieux. Moi, j'ai toujours pensé que M. Lévesque ne s'attacherait pas au pouvoir. Mais est-ce qu'il s'est attaché au pouvoir ou c'est parce qu'il était un peu malade, là, qu'il n'a pas vu assez clair pour dire, ben moi, je suis fatigué, c'est le temps de démissionner, c'est le temps de passer ça à un autre, etc. Pourquoi il a persisté à s'accrocher, je ne sais pas. Pourquoi il n'a pas décidé, en juin, ou je ne sais quand, moi, de dire, ben voici, là, moi, là, je vais céder la place à un autre. Puis M. Lévesque me dit, ou en tout cas, dit ou laissé entendre, il était autour de moi comme des requins qui voulaient me manger, ou comme des coups de poignard, etc., etc. Moi, je trouve que les gens ont agi très correctement. Les gens ont vu dans quelle situation était M. Lévesque. Ils voulaient préparer la succession. Quand je suis arrivé de Paris, on était en 84, janvier 84, 3 jours après être arrivé ici, Jean-Roch et Michel m'ont dit, est-ce que tu pourrais intervenir auprès de M. Lévesque? On pense qu'il doit partir. Alors, moi, j'ai toujours été le messager, alors, bon, j'ai dit, pourquoi vous n'en avez pas parlé? Puis on dit non. Je rentre dans le bureau de René, je lui ai dit, René, je voudrais te parler. Je te le dis, là, c'est... il y a dans ton entourage immédiat, des gens qui t'aiment beaucoup, qui pensent que tu dois démissionner et partir. J'ai dit, moi aussi, je pense un peu ça. J'ai dit, imagine-toi que tu vas devenir un elder statesman, tu vas pouvoir faire de la télé avec tout ce que tu as fait, tu vas pouvoir écrire. D'abord, tu vas gagner ta vie 100 fois mieux qu'avec le misérable salaire que tu as là, parce que lui, l'argent, il n'a jamais eu 25 cents, 5 cents pour acheter à la presse. Alors, il y avait un mépris profond de l'argent, ça ne l'intéressait pas du tout. Et il a accueilli ça de façon, ouais, moi aussi j'y ai pensé. Il y a toujours eu ces cycles high, ces cycles low. Moi, je sais, quand je suis rentré au Parti québécois, une des questions, c'est de savoir est-ce que M. René Lévesque va continuer ou non. Je sais qu'à la fin, il était vraiment malade. C'est une maladie, la dépression. Mais à la fin, c'était pas le René Lévesque que j'avais connu, c'était un René Lévesque malade. Ça n'a peut-être pas été pareil avec tout le monde, mais avec moi, ce n'est que à la toute fin que M. Lévesque est devenu, entre guillemets, pas parlable.
Par exemple, s'il écrivait un discours, ce qu'on avait fait ensemble très souvent, il était très réceptif à un moment donné qu'on lui dit « Monsieur l'évêque, tel mot pourrait peut-être changer pour tel autre mot, etc. » À la fin, il fallait prendre des gants blancs pour lui suggérer que peut-être, il fallait changer telle chose. Et c'était une attitude d'esprit qui était le reflet, je pense, de sa maladie. L'origine de ça, c'est sûrement la nuit des longs couteaux. C'est sûrement l'espèce de défaite que lui a subie à Ottawa. Je pense que M. l'évêque est assez intelligent pour en mesurer l'ampleur. Je pense qu'il en a même mesuré l'ampleur dans la perception historique qu'on allait avoir de lui dans les décennies suivantes. Moi, à l'époque, je travaillais à son cabinet, j'ai senti, en tout cas visuellement, si on veut, puis dans le propos, qu'il y avait un ressort de brisé. Là. À ce moment-là, nettement, c'était plus le René Lévesque dynamique, une espèce de boule d'énergie qui était avant. C'est clair qu'il y avait l'œil plus éteint, on le sentait moins intéressé par les projets en cours au gouvernement et tout, là. Il a commencé à prendre un petit peu d'alcool. Ça n'a jamais été un alcoolique ou quoi que ce soit, mais l'alcool a vraiment fait son apparition dans sa vie, même au point où les journalistes y donnaient des maladies très exotiques, mais nous, on savait que c'était vraiment l'apéro, le martini qui arrivait de plus en plus tôt là, dans l'après-midi. Il s'est beaucoup isolé à cette période-là, sur le plan, par exemple, du fonctionnement du Conseil des ministres, etc. Il y a eu des blocages dans le gouvernement. C'était pas très glorieux, là, puis... La population l'a senti, les médias le sentaient aussi, que le Conseil des ministres fonctionnait une jambe en l'air, tout croche, parce qu'il n'y avait plus de consensus. Il avait perdu très progressivement son pouvoir de persuasion au Conseil des ministres. Ces mois-là de tension ont été pour lui et pour son entourage, ont été dramatiques. Sur le plan personnel, c'était vraiment, à certains moments, presque pitoyable. Ceux qui ont de la mémoire, ceux qui regarderont les films de l'époque, qui regarderont... certains extraits à l'Assemblée nationale pourront se rappeler jusqu'à quel point ça a été une sorte de dégringolade pénible pour tout le monde, pour tous ceux qui l'avaient aimé, pour lui personnellement. Plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des députés de l'opposition, vivent également cette période avec beaucoup de difficultés. Bernard Landry, Louise Baudouin et Jean-Claude Rivet. On a vécu ça dans la douleur, parce qu'un homme qu'on adorait était en train de se désintégrer sous nos yeux. Et puis il y a eu des épisodes extrêmement dramatiques, comme chacun sait, puis même quand c'était pas absolument dramatique, c'était pas drôle, c'était difficile à vivre. Les derniers mois de sa vie ont été équilibrés. Il est retombé sur ses pieds, en d'autres termes, et il est mort relativement équilibré. Mais ces 2 années horribles, là, c'était le contraire de l'équilibre. On était désolés, on était même désespérés, on essayait de faire appel même à des spécialistes pour qu'ils nous conseillent, pour savoir ce qui se passait vraiment. Pierre-Marc, qui était médecin, qui était dans l'entourage immédiat, essayait lui aussi de comprendre sous l'angle médical ce qui se passait. Et lui, il souffrait énormément aussi. Il voyait notre regard se poser sur lui, puis il nous aimait aussi. On a fait, en 84, le lancement des Grands Voiliers. Vous savez, c'est l'année des Grands Voiliers. Moi, j'étais délégué général. Il est venu avec, il me semble que c'est Bernard Landry puis Clément Richard. Et on est allé à Saint-Malo pour le départ des Grands Voiliers. Et on est revenu à Paris où on a eu un dîner épique avec Pierre Mauroy. Parce que M. Lévesque n'a pas été vraiment diplomate, c'est le moins que je puisse dire. Il a attaqué François Mitterrand, donc qui était quand même le président de la République, dont Pierre Mauroy était près, très près, puisqu'il était son premier ministre, puis puisque, justement, il avait été choisi par Mitterrand. Entre tous, là, tout le monde voulait être premier ministre à gauche. Ça faisait quoi, 50 ans qu'ils n'avaient pas été au pouvoir, là. Puis Lévesque s'était permis d'attaquer Mitterrand ce soir-là, sur le Québec. Et puis Mauroy, honnêtement, n'importe quel autre premier ministre de n'importe quel autre pays aurait dit ce que M. Lévesque a dit ce soir-là. Je suis sûr que Pierre Mauroy se serait levé de table puis il aurait quitté la table. Il y aurait eu un incident diplomatique qui n'a pas eu lieu parce que c'était nous, puisque c'était René Lévesque. Toute cette période-là, c'est une période de désintégration du gouvernement. Jean-André Lévesque voyait quelqu'un qu'il aimait bien, qu'il admirait beaucoup, dont il percevait toute l'importance et la signification historique qu'il a pour le Québec.
d'arriver à un tel manque total de contrôle en fin de piste. Et surtout, ne voulait pas, c'était ça qui était la préoccupation de Gérard D, qu'en aucune manière, il fasse des gestes de gouvernement qui auraient entaché l'héritage et puis la performance de René Lévesque comme homme politique. Et c'est pas arrivé. En novembre, des journalistes de la colline parlementaire commencent à faire allusion au comportement erratique du premier ministre, à sa grande fatigue. Gilles Lesage était alors correspondant du quotidien Le Devoir à l'Assemblée nationale. Je me rappelle très bien des collègues qui disaient « Pourquoi rapporter qu'il y a eu tel incident à l'Assemblée? » Les reproches venaient de l'intérieur, mais ils venaient aussi souvent d'à côté. Parce qu'il y a toujours une concurrence aussi entre les journalistes et les médias. Hein? Fait que s'il y en a un qui sort quelque chose, qui sort un peu des sentiers battus, le lendemain matin, les autres se font appeler et disent « Comment ça, t'as pas parlé de ça, toi? » Je pense que c'était au début de janvier 85. Quelqu'un qui était très près de M. Lévesque m'avait dit « Depuis un mois ou deux, il est non fonctionnel. » J'avais demandé qu'est-ce que ça veut dire exactement, non fonctionnel. Il dit « Ça veut dire qu'il est plus capable d'analyser des questions, les dossiers de façon rationnelle et de prendre des décisions qui le sont tout autant. » Pour sa femme aussi, bien sûr, l'automne 84 est éprouvant, surtout après leur retour d'un voyage officiel en Asie. La situation devient encore plus difficile en janvier 85 lorsque le couple Lévesque séjourne à la Barbade. Corinne Côté-Lévesque. Je le sentais fragile. Je le sentais blessé. Et j'avais envie de pleurer. Quand je le voyais, il y avait des moments là, où j'avais l'impression qu'il ruminait et qu'il était profondément blessé. Ça a été dur, ça a été très dur. Et je me suis découvert une force que je ne connaissais pas. Il fallait gérer ça au jour le jour, puis heure par heure, là, à un moment donné. Là. Parce que il n'arrivait pas à dormir. Il dormait 2 heures par nuit. Quand il se levait, ça allait pas trop pire, parce qu'il avait quand même un petit peu récupéré, quelque peu. Mais plus la journée avançait, plus il devenait erratique. Il était au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Moi, je gérais ça à partir de la maison. J'appelais Martine Tremblay, Marie Huot, pour leur dire comment il était quand il est parti ce matin. Puis là, il faudrait faire ci, puis il faudrait faire ça, puis lui donner un calmant. Puis bon, c'était comme ça. Hein? On part avec Alice et Philippe à la Barbade. Mon Dieu, c'était au mois de janvier. Hein? Je le voyais aller la nuit, là. Bon, il se couchait à 2 heures du matin, puis à 4 heures, tout. Bon. Et là, plus la journée avançait, plus il devenait agressif. Alors là, j'ai dit, moi, un soir où il était quand même relativement bien et calme et gentil, j'ai dit, sais-tu, René, je pense que je vais rentrer. Tu vas peut-être te reposer plus si tu es tout seul avec Alice et Philippe. Alors là, il me dit, reste ici, là, moi je vais rentrer. On a réussi à lui trouver une place dans un avion et là, j'ai décidé d'appeler Martine Tremblay. Et j'ai dit, Martine, là, ça peut plus durer, là, ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'il voie un médecin, absolument. Il sera admis à l'hôpital Enfant Jésus de Québec le soir du 10 janvier 85. Les témoignages d'Yves Michaud, Bernard Landry, Pierre-Marc Johnson et Corinne Côté-Lévesque. Vers 11h30, je reçois un téléphone qui dit « Est-ce que tu pourrais venir au bureau? M. Lévesque va pas bien, etc. » Comment M. Lévesque va pas bien? Il est malade, quoi? Il me dit « Non, mais il est survolté, il met tout le monde dehors. » Je dis « Quoi ça, il met tout le monde dehors? Qu'est-ce que j'ai à faire là? » Moi, j'ai dit « Je suis président du palais, vous êtes là. » Et on dit « Bien. » Alors j'ai dit « Je vais y aller. »
Finalement, j'arrive là vers toutes les affaires cessantes. Je ouvre la porte, je dis « Qu'est-ce que tu veux? » Il dit « Toi aussi, tu vas te... Hein? Qu'est-ce que tu veux? Toi aussi, tu vas être mis dehors au Palais des Congrès. » Je dis « Tu me dis, t'es tombé sur la tête, toi? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? » Alors là, il a pris des trombones, là. Et il m'a pas lancé ça par la tête, mais il l'a lancé dans les airs. Alors j'ai dit « Écoute, si t'es pas parlable, hein, laisse faire, hein, on viendra. Hein, on se reparlera, là. » J'ai dit « T'es pas dans son assiette, hein? Ça va pas bien, là? Il y a quelque chose? » Là, j'ai fermé la porte. Et 10 minutes après, il rentre. Là, il me dit « Ben, bonne année, Yves, et puis tu diras bonne année à Monique. » Comme si absolument rien ne s'était passé. C'était une des journées les plus sombres de ma vie publique, parce que ça avait commencé ici le matin, avec des signes extrêmement préoccupants dans le bureau ici même. Ça s'était poursuivi dans le trajet. Rendu à Québec, c'était catastrophique, en présence de Louis-Bernard Duhem, Johnson et moi. Sauf que, comme on savait ce qui se préparait, Johnson, qui était médecin, avait pris quelques précautions, avait fait venir des médecins en consultation. Bon, et c'est là qu'on a décidé qu'il devait aller à l'hôpital, ce qui n'était pas du tout ni son désir, ni son intention, croyez-moi. Fondamentalement, quand M. Lévesque quitte pour aller à l'hôpital, la perception des gens qui sont là, c'est comme un lion blessé. C'est comme une force fauchée. Et la seule chose qui nous préoccupe, c'est un mot, c'est la dignité. Et on est tous, à ce moment-là, extrêmement préoccupés par ça, parce que lui n'en est pas préoccupé. Et le plus pressé devient, à partir du moment où il est à l'hôpital, la gestion des communications par le gouvernement du Québec. Quand vous étiez tous en train de dire, à peu près tous, dans le bout de janvier, là, au temps des fêtes, j'avais l'air tellement épuisé que j'étais quasiment moribond, etc. Je me suis littéralement, en fait, kidnappé pour aller à l'hôpital pour mon premier examen médical complet depuis la guerre de Corée. Bon, j'aime pas beaucoup les hôpitaux, pour toutes sortes de raisons. Bon, je trouve qu'on mange pas bien. Donc, après 31 ans, et apparemment, ça a été dit publiquement, je suis dans le 10 je serais dans le 10 le plus en santé de mon groupe d'âge. Pour lui, quand il sort de l'hôpital, il est mieux physiquement, il est mieux moralement. Comment je vous dirais-je? René Lévesque a toujours donné l'impression d'être animé par une vision qui n'était pas donnée à tout le monde de saisir, mais on savait qu'elle existait. Quand il sort de l'hôpital, on n'en voit plus, parce qu'il n'y a pas l'énergie de le donner. Et lui doit se sentir probablement diminué physiquement, atteint, hein? Surtout s'il a fait 2 ou 3 infarctus avant, n'importe qui serait atteint. Pour moi, M. Lévesque, à partir de ce moment, devient profondément, profondément triste. Moi, ce que j'aimais beaucoup chez lui, c'était sa curiosité. Il apprenait jamais assez. Il était toujours aux aguets, tout ça. Et ça, c'est pas revenu complètement. On dirait qu'il était lassé un peu, qu'il était un peu désabusé. Il y avait un ressort qui était cassé. Au Palais des Congrès de Montréal, le 2 octobre 85. Les amis de René Lévesque le fêtent à l'occasion de son retrait de la vie politique. Le premier poème que j'ai appris de toute la langue française, et ça s'appelait « Une histoire ». C'était Kléber et Danse, une histoire de la littérature française et qui a été mis en musique depuis tout le monde connaît. Que sont mes amis devenus? Que j'avais de si près tenus et tant aimés, eh bien, étaient rudement plantés, puisqu'au grand vent ont résisté, par-ci par-là, tel vous, ici. Étiez amis que vent rapporte, vous a ramené devant ma porte, en suis ému plus que ravi, et plus que je ne saurais le dire, et sûrement au revoir pour la suite des choses, quelles qu'elles soient, ce qu'on ne saurait jamais prévoir. Que sont mes amis devenus?
que j'avais de si près tenu. Et tant aimé, ils ont été trop clairsemés. Je crois le vent les a ôtés. L'amour est morte. Ce sont amis que vent me porte, et ils vantaient devant ma porte les emporta. En mars 91, au colloque sur René Lévesque à l'Université du Québec à Montréal, Marc Brière dresse un portrait saisissant de son vieil ami. En voici un extrait. Grand et petit à la fois, généreux dans sa vision politique, souvent mesquin de comportement, tranquillement courageux, mais inquiet, tourmenté, angoissé, maître de lui, mais pas toujours de ses passions, libéral, mais possessif, jaloux, tyrannique, démocrate, mais méfiant de la démocratie, de ses partis politiques, de ses appareils, habile communicateur, mais seulement avec les foules, tendre et brutal, doux et violent, calme et colérique, réfléchi et impulsif, père de famille errant et triste comme un Canadien errant, sans religion, croyait-il seulement en Dieu, humaniste d'une grande culture et aux préjugés tenaces contre toute forme d'intellectualisme, de professionnalisme savant, surtout juridique et médical. Sensible aux arts, principalement à la littérature, mais sans raffinement excessif. Ouvert, ne tolérant pas l'intolérance, mais tolérant mal la contradiction. Brouillon, débraillé, inesthétique, dans un beau désordre voulu, ordonné, créateur. Un homme aimable et détestable que j'ai aimé et détesté. Un Québécois pur laine, un grand Québécois, un honnête homme, un homme qui a livré le meilleur de lui-même, mais sans se livrer lui-même. Un être si complexe, si paradoxal, si grand, si démesuré. Il ne disait jamais bonjour, mais salut. Salut, René. Même s'il demeure un homme paradoxal, complexe et secret, plusieurs ont réussi à cerner une partie de l'énigme Lévesque. Un portrait par Louis Bernard, Gracia O'Leary, Pierre F. Côté, Jacques Godbout, Jean Garon, Claude Ryan, Gilles Lesage, Graham Fraser et Pierre Bourgault. Moi, ce qui m'a le plus frappé, disons, c'est sa tension interne. C'était un homme de haut voltage, dans le sens que vous sentiez que, à l'interne de ça, ça bouillonnait. C'était pas un homme à dire « oh, je m'en fous ». Il disait, mais au fond, il s'en foutait pas tellement. C'était un homme que j'ai trouvé assez sensible. Il semblait avoir la couenne dure, mais à l'interne, il était tendre. Il était assez facile à blesser. Il avait une façon de demander les choses que vous aviez toujours envie d'être pas juste correct, pas juste ordinaire, pas juste bien. Le mieux, le meilleur, la meilleure, la plus correcte, la plus... On avait toujours envie de se dépasser avec lui. On avait, avec M. Lévesque, envie de lui donner encore plus que ce qu'il nous demandait. Parce qu'en plus, lui, il avait une telle rapidité de compréhension d'idées, de textes tellement précises. Alors, une intelligence vraiment remarquable. Et sa façon, par exemple, de procéder quand ça ne marchait plus avec quelqu'un, c'est qu'il ne lui parlait plus. J'ai vu dans l'entourage de M. Lévesque, très précisément, une personne en particulier où M. Lévesque a arrêté de lui parler. La personne s'est demandé qu'est-ce... Mais il n'a jamais rien su. M. Lévesque n'a jamais rien dit. Il n'a pas demandé à personne de lui faire le message à cette personne-là, de sorte que
Elle est devenue isolée, puis non, la personne a quitté, là. C'était un orateur extraordinaire. Quand René Lévesque ouvrait la bouche, nous savions qu'il y en avait pour un moment. Et non seulement qu'il y en avait pour un moment, mais il n'y avait pas nécessairement une logique de A qui mène à B qui mène à C. Il y avait une apparence de logique, avec toutes les digressions du monde. Et j'ai l'impression qu'il savait parler à partir de sa mémoire. Donc à partir de ses émotions, plus qu'à partir de son savoir. Moi, je pense que c'est le plus grand démocrate que j'ai connu dans ma vie. Je ne pense pas que c'est un produit de notre société. Je vais être franc avec vous, là. Je pense que c'est un produit de la société nord-américaine. De langue française, mais les institutions qui aimaient le mieux, c'est les institutions américaines. Il y avait beaucoup de respect pour les États-Unis. C'est un gars qui était idéaliste, qui aimait beaucoup les gens. Sa vie, c'est un acte d'amour. Il était profondément démocrate, René Lévesque. Le trait qui me paraît le plus intéressant chez lui, c'est la capacité exceptionnelle d'attention à la vie qu'il avait. La capacité qu'il avait de traduire certaines réactions que la vie lui occasionnait en des propositions politiques. De ce côté-là, c'est vraiment un personnage exceptionnel dans notre histoire. Un esprit très pénétrant, très percutant. Une capacité de saisir la réalité de manière intuitive, que peu d'hommes possèdent au même degré. Un sens aigu de la formule et de l'image, capable de ruse et de méchanceté. C'est un homme curieux, c'est un homme inquiet, qui a été curieux toute sa vie, au fond. C'est un franc-tireur qui s'est donné des troupes, mais qui est resté inquiet. Comme dit Gérard Bergeron, quelque part, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop toujours ce qu'il veut, mais ce qu'il veut, il le veut intensément. Et toute sa vie a été marquée par ça. C'est un fil de ferriste intense. Vous le voyez un peu comme un trapéziste qui est toujours sur la corde de raide. Il n'y a pas de gros matelas en dessous pour le soutenir. Mais il aimait ça comme ça, au fond. Il jouait avec le feu tout le temps. C'est quelqu'un dont l'esprit oscillait un peu entre les sentiments de fierté et d'humiliation. Il a formé un parti qui voulait faire l'indépendance du Québec, mais il était tout à fait à l'aise en anglais. Il était adoré au Canada anglais. Il s'orientait vers les États-Unis, non pas vers l'Europe. Il détestait le snobisme de toute forme. Et il était humble de cette façon-là, mais il était aussi capable d'arrogance, il était capable d'insulter les autres, il pouvait être très brusque. Et s'il sentait que quelqu'un était une menace de quelque façon que ce soit, il pouvait être brutal. Camille Lorrain a dit que c'était un homme compliqué, complexe et qui nous ressemblait parfaitement. C'est vrai. Tout ce que ça dit, c'est que le Canadien français catholique est un homme compliqué, complexe et pas facile à saisir. C'est, dans le cas de l'évêque, quelqu'un qui veut le pouvoir et qui ne le veut pas, qui est bien prêt à se joindre au Parti libéral, mais à certaines conditions, et qui fait des grands discours pour convaincre la foule d'être avec lui, et qui probablement, en réunion ministérielle, baisse le ton. Toutes ces contradictions-là, à mon avis, faisaient, encore une fois, un homme capable d'absorber les contradictions des autres et de répondre à ça. Parce que si on pensait que René Lévesque était ceci, mais on sentait bien qu'il pouvait être cela aussi. Donc il nous représentait tous, et il avait une crédibilité. Fondamentalement, c'était un homme honnête, avec un grand cœur. Il y avait cette sorte de charisme qui s'explique pas, les gens l'ont pas. Et lui, il s'est jamais pris pour le Messie. C'est le monde qui l'a pris pour le Messie. Un de ses grands défauts, c'était qu'il doutait de lui-même. Il n'avait aucune confiance en lui, l'évêque. Aucune. C'est ce qui le faisait entrer dans toutes sortes d'états d'âme, puis d'atermoiement, puis tout ça, c'était son grand défaut. Déjà, il y avait une image assez messianique au Parti libéral, puis là, il arrive au fond du Parti québécois qui marche, tout ça, bon. Ça faisait messianique, mais c'est pas lui qui a inventé ça. Il l'a pas voulu. C'est dans ce piège-là, pourtant, que sont tombés et la population et les membres. La séduction n'était pas qu'un aspect de sa personnalité. C'était une façon de vivre. L'évêque, le séducteur, raconté par Jacques Godbout, Martine Tremblay et Lise Payette. Les livres les plus sérieux sur l'évolution de l'homme vous disent que le mâle dominant d'une tribu de singes ou de quelque ordre que ce soit, le mâle dominant attire les femelles parce que, pour survivre,
l'humanité a besoin que le sperme du mâle dominant, le plus fort, puisse circuler le plus possible afin d'assurer la survie de la tribu, du groupe ou de l'espèce. C'est prouvé par A plus B sur les chimpanzés et autres animaux, et c'est certainement vrai parmi nous et autour de nous. Autrement, comment voulez-vous qu'une sélection naturelle se fasse? Il n'y a pas d'autre façon. Quand on dit « ça n'est qu'une théorie », c'est parce qu'on ne veut pas regarder les choses pour ce qu'elles sont et qu'on ne veut pas admettre que l'être humain est un animal naturel qui fait partie du paysage de la nature. René Lévesque était le singe dominant à un moment donné à Radio-Canada, puis plus tard dans le Parti libéral, puis créant son propre parti avec les restes du RIN. Ce singe dominant, s'il n'avait pas attiré les femelles, on aurait eu un problème. Il voulait toujours séduire. Il voulait séduire les foules, il voulait séduire les groupes, puis il voulait séduire les individus, ça c'est certain. Et il le faisait beaucoup par son regard, mais beaucoup par ce qu'il disait aussi. C'était quelqu'un qui voulait convaincre. Quand on dit que c'est un séducteur, quelqu'un qui veut convaincre. D'une certaine manière, il y a une part de séduction là-dedans. Alors, dans sa façon d'aborder les foules, il y avait certainement beaucoup de ça, mais personnellement, il cherchait à le faire. Il cherchait à le faire avec toutes les femmes qu'il rencontrait. C'est certainement une des données de son caractère et de toute sa vie, oui. René Lévesque était un des hommes les plus attachants que j'ai connus de ma vie. Et le phénomène extraordinaire, c'est qu'on ne pouvait rien lui refuser. On ne travaille pas avec René Lévesque, on travaille pour René Lévesque. Bon, moi, j'étais ministre, mais il y avait beaucoup de femmes autour de lui. Ça suscite beaucoup le côté maternel. On a très envie de le protéger. Moi, j'ai souvent eu envie de le prendre dans mes bras et de lui dire « Tu peux pleurer, c'est pas grave. » Je le dirais à personne. Je me souviens, on sait comme il était débraillé, jamais coiffé, la couette de travers. Il se trouvait toujours une femme quelque part pour avoir un peigne pour lui donner avant qu'il entre en chambre. On portait toutes des Kleenex dans nos poches au cas où il en aurait besoin, lui. C'est incroyable. J'ai jamais vu personne aussi dorloté, chouchouté par les femmes autour de lui. Je peux pas vous dire ce que les hommes ressentaient pour lui, mais il suscitait de grandes amitiés. Je suis sûr qu'il y a des hommes qui se seraient fait tuer pour Lévesque, qui, en cas de danger, se seraient mis devant lui pour le protéger. La séduction chez Lévesque, c'est une pratique quotidienne du matin au soir. Et ça tient très souvent dans un espèce de geste du cou et de la tête qui a l'air de dire « vous m'en direz tant ». Vous avez toujours l'impression que vous êtes en train de lui apprendre quelque chose, alors qu'en fait, vous lui apprenez absolument rien. Mais le besoin de séduire, qui est en chacun d'entre nous à divers degrés, avait probablement été amplifié par les débuts de la télévision. La télévision a été le haut-parleur de la séduction de René Lévesque. Il en avait une personnelle, très grande, mais enlevé la télé et il n'a plus du tout ce rapport. C'était un homme médiatique. Et on a quitté les églises pour entrer dans la religion des médias. Et il était notre premier saint. René Lévesque a eu 3 enfants avec sa première épouse, Louise Lheureux. 2 d'entre eux, Suzanne et Claude, nous parlent de leur père. J'ai l'impression que des 3, 2 garçons, une fille, des 3, il n'y en a pas un à qui ça a laissé le goût de tomber dans la même carrière, jamais. Remarquez qu'il ne faut jamais dire Fontaine, mais en tout cas, seulement j'ai fait, surtout pendant les années où il grandissait, parce que je pense que la chose la plus essentielle, enfin, c'est pas une excuse que je me donne, je crois que c'est vrai. La chose la plus essentielle, c'est que pendant les 10, 12, enfin plus ou moins, mais autour des 10, 12 premières années, qu'ils aient la conscience constante, parce que c'est leur sécurité, ils en ont besoin, d'une présence qui n'est pas étouffante, mais qui est toujours là comme un appui si on en a besoin, qui, en tout cas, est celle qui est la plus naturelle. Ça, je l'ai assuré, je crois, en dépit du métier le plus possible. Les traits de caractère là, qui m'ont marqué peut-être plus, c'est plus son côté enjoué, rieur. Il travaillait fort, mais il aimait ce qu'il faisait, donc c'était pas une corvée. C'était quelqu'un d'extrêmement énergique, extrêmement combatif, qui ne se laissait pas abattre. C'était à la fois un bon vivant, un lecteur boulimique, quelqu'un qui s'intéressait à tout, un grand parleur, quelqu'un qui adorait discuter, qui parlait beaucoup de tout, mais comme on l'a souvent souligné, assez peu de lui-même.
J'étais non seulement la seule fille, mais la cadette, 6 ans derrière mon frère Claude, qui était le plus jeune des deux. Alors ça, évidemment, ça a joué un petit peu en ma faveur. Moi, je m'en rendais pas vraiment compte au début. C'est sûr qu'il rentrait à la maison, puis souvent, là, il venait me voir, puis là, il disait, bon, viens, on va aller chez Renaud Bré, on va aller acheter des livres. Ça aussi, il m'a vraiment initié à la lecture. Il choisissait des livres intéressants pour moi, selon mon âge, là. Dès qu'il arrivait, il m'emmenait chez Renaud Bré, ou il m'emmenait à l'épicerie, parce qu'il aimait bien aller acheter des fromages, puis de la charcuterie pour faire des petites entrées. Ça, il aimait bien aller faire des courses et puis m'emmener. Rarement, on le voyait perdre du temps. Quand il était fatigué, il dormait, mais sinon, il y avait toujours quelque chose à faire. Là. Si c'était pas de lire, c'était d'écrire. Si c'était pas d'écrire, c'était de faire du sport. Je pense qu'il y avait horreur de l'oisiveté, des situations qui stagnent. Et d'ailleurs, il nous poussait dans le dos à l'occasion. Ah ben oui. Il voulait qu'on avance. Ben, en fait, ce qu'il voulait, c'est qu'on crée. Pour lui, c'était important, créer quelque chose. Pas nécessairement la création artistique ou littéraire, mais c'est de créer quelque chose. Faire sa marque un peu, là, mais pas nécessairement comme lui, là, mais essayer de percer dans quelque chose. C'est important pour lui. Notre grand-mère, je l'ai assez bien connue. Une personne très intéressante, très dynamique. Très originale curieuse aussi, intellectuellement, originale, qui vivait seule jusqu'à 80... en fait, jusqu'au dernier jour, elle vivait seule dans un appartement. Le souvenir que j'ai, c'est d'elle, de la voir dans son appartement. Elle avait toujours des livres ou des articles à nous montrer. Oui, du bric-à-brac. Il y avait beaucoup de bric-à-brac, des souvenirs de voyage et d'autres choses. C'était toujours un plaisir d'aller chez elle parce que c'était pas ennuyant. Non, elle avait toujours quelque chose à compter. Elle collectionnait des coupures de journaux sur papa, je pense. À un moment donné, elle montrait des choses. Là, puis elle s'intéressait à tout ce qu'il faisait. Et je suis sûr qu'elle a eu une influence sur mon père. Puis papa, sûrement... c'est ça d'elle, la curiosité, parce que la curiosité, c'était pour tout. Quand il est arrivé au pouvoir, moi, j'ai eu la réaction de quitter le Québec. Je sais pas, ça me pesait. Je dois avouer que j'ai un peu mal vécu l'adolescence à ce point de vue-là. L'absence de mon père, et puis jusqu'à un certain point, ça a fait en sorte que je me suis désintéressée de la politique. Mon père me l'a reproché, il trouvait que je n'étais pas assez politisée, mais d'un autre côté, c'était une réaction plus ou moins consciente contre cette absence-là. Pendant l'enfance, je le voyais quand même assez régulièrement. Et compte tenu du fait que moi, j'avais peut-être 4 ans quand il a commencé la politique, donc pour moi, c'était normal qu'ils partent 3-4 jours par semaine, qu'ils reviennent, qu'ils partent, qu'ils reviennent. Mais c'est quand il a vraiment quitté la maison et il s'est lancé à fond de train là-dedans. Là, j'ai eu la réaction de vraiment haïr la politique. Je voyais à quel point mon père avait été presque démoli par l'échec référendaire et une série d'échecs successifs dans le deuxième mandat du PQ dans les années 80. À tel point que la seule chose que je souhaitais, c'est qu'il prenne sa retraite. J'ai vu que mon père, même s'il n'a pas vécu de longues années par la suite, il avait pris beaucoup de mieux. Un énorme soulagement. J'espérais, moi aussi, qu'il quitte et qu'il prenne le temps de faire des choses qu'il aime. J'avais hâte qu'il fasse des choses qu'il aime, qu'il pense à lui. J'aurais souhaité qu'il vive beaucoup plus vieux. Puis, égoïstement, je souhaitais aussi pouvoir faire plein de choses avec lui parce qu'il était encore jeune. À partir du moment où il a fait son deuil de la politique, j'ai vu qu'il avait repris presque toute son énergie. Il avait plein de projets. Il a réussi en peu de temps à en réaliser quelques-uns. Une série à la télévision. Il a écrit son autobiographie presque en un temps record.
C'est peut-être ce qui l'a tué. D'ailleurs, il a travaillé peut-être encore plus après son retrait de la politique. Il le faisait avec beaucoup plus d'enthousiasme que ce qu'on a pu voir dans ces dernières années comme premier ministre. Concept, texte et entrevue, Jacques Bouchard. Recherchiste et adjointe à la réalisation, Micheline Richard. Narratrice, Céline Marie Bouchard. Technicien principal au montage et au mixage numérique, Sylvain Brunet. Montage numérique supplémentaire, Jean-Philippe Bolduc et Christian Ferland. Musique originale, Pierre Benoît. Documentation, Centre de documentation de Radio-Canada, Bibliothèque de Radio-Canada et Clément Landry du Centre de documentation du Parti québécois à l'Assemblée nationale. Recherche d'archives, Suzanne Gagnon. Archives, Radio-Canada, Archives nationales du Canada, Archives nationales du Québec, Office national du film, Télé-Québec, Université du Québec à Montréal, Hugues Mignot pour le film 15 novembre et Denis Leblanc de l'Expo-Musée de la radiodiffusion pour les archives de CKAC, CJMS et CKVL. Archives de collections privées, France Nadeau, Pierre-Léon Lafrance, Pierre Tourangeau, Jean-Paul Moreau et Jacques Beauchamp. Recherche musicale, Julie Morissette et Micheline Richard. Point de mire sur René Lévesque est une réalisation de Jacques Bouchard, une production de la première chaîne de Radio-Canada à Montréal. Point de mire sur René Lévesque, hors série. Dans le premier tome de sa biographie de René Lévesque, Pierre Godin révèle que René Lévesque est le père d'un 4e enfant, une fille, née en 1958. Pierre Godin et Michel Roy. Ça a été le secret le mieux gardé du Québec pendant de nombreuses années. Beaucoup de gens le savaient, beaucoup de journalistes le savaient, mais il y avait une espèce d'omerta. On n'en parle pas. C'était d'ailleurs pendant les années difficiles à Radio-Canada, le conflit de travail. Il avait bien connu une collègue à nous qui était aussi journaliste et dont il était tombé amoureux. Il a fait un enfant, elle a conservé cet enfant, elle l'a élevé. Il venait souvent la voir et revoir l'enfant. Le matin, par exemple, avant d'aller au bureau, il passait chez elle. Il ne demeurait pas très loin de chez elle, d'ailleurs, à Outremont. Il s'en occupait un peu. Il faisait livrer de l'argent, par Michel Roy, entre autres. Je l'ai écrit dans mon premier tome, je peux en parler. Il y avait quelque chose presque d'attendrissant dans tout ça. Et comme c'était tout près de chez moi, il nous arrivait de le voir, de prendre un verre avec lui. Enfin, c'était plutôt chaleureux, tout ça. Mais quand même, un jour, appelé ailleurs, faisant d'autres travaux, allant à l'étranger, il avait un peu négligé cette jeune femme, et de même que l'enfant. Après en avoir causé avec des amis, il a été décidé que j'irais le voir et lui parlerais du besoin qu'avait cette femme d'un peu d'argent pour soutenir l'enfant et vivre elle-même. Ce que j'ai fait avec lui, pas seulement une fois, quelques fois, mais chaque fois, il n'y avait pas à faire de longues discussions, il comprenait très bien. Il se sentait vaguement gêné quand je lui parlais de ça, mais il s'exécutait et me donnait le nécessaire, du moins pour quelque temps. Il y a eu ça. Il y a eu ça qui, je dis malheureusement, est devenu très public. Et c'est pourquoi on peut oser en parler maintenant. L'idée que je me suis fait, c'est que René Lévesque, de lui-même, en aurait parlé. Mais c'est les pressions de son entourage, de ses proches, finalement, qui l'ont convaincu que dans le contexte de l'époque, les Québécois n'étaient pas prêts à accepter ça, qu'il risquait de ruiner sa carrière si c'était connu qu'il avait fait une fille hors mariage. Et d'ailleurs, Jean Lesage, quand il l'a recruté, une des conditions qu'il a posées, c'était qu'il se réconcilie avec Louise Lheureux. Il ne faut pas oublier que Louise Lheureux, quand elle a mis un détective à ses trousses, quand elle a eu des soupçons, elle s'est aperçue que, elle a découvert le poteau rose, comme on dit. Et là, elle a commencé à faire des démarches en procédure de divorce. Et René Lévesque a dû se réconcilier. Les procédures se sont arrêtées. Enfin, moi, j'ai parlé à sa fille et l'idée, en tout cas, avec laquelle elle vivait, c'était que son père l'aurait reconnu s'il n'y avait pas eu cette pression-là autour de lui. Et de sa mère à elle aussi, qui ne tenait pas à ce que ça chasse. Parce que, un peu plus tard, quand le parti se forme et quand le PQ prend le pouvoir, elle est toujours dans
le cercle des intimes, comme on dit, bon, avec son mari, qui finalement va être celui qui va être le vrai père de la fille de René Lévesque. Et quand René Lévesque meurt, moi, je lui ai demandé, est-ce que ça vous a fait quelque chose? C'était quand même votre père. Puis elle m'a dit, ben, ce jour-là, j'ai perdu le père de la patrie, c'est vrai, mais j'ai pas perdu mon père, parce qu'il ne m'avait pas aimé, il ne m'avait pas reconnu, mais c'était un homme bien. Corinne Côté-Lévesque apprend l'existence de cet enfant à la fin des années 70 et tente alors un rapprochement entre René Lévesque et sa fille de 20 ans. Ma réaction, ça a été d'essayer de rapprocher René de sa fille. J'ai essayé. Je l'ai invitée à la maison. Mais ça, c'était pas une bonne idée. Parce qu'elle était, avec raison, agressive envers lui. Et lui ne le prenait pas. Je pense que c'était trop tard. Et c'est encore pire pour elle parce que quand c'est un homme connu, hein, c'est un homme qui est porté au nu par bien du monde et que elle, sa fille, soit la seule qui n'ait pas accès à son père. J'en ai parlé à René sérieusement, puis j'ai dit, écoute, je trouve que tu devrais faire des efforts, là. Bon, puis il était d'accord. Mais je ne peux pas dire que j'ai fait 50 tentatives parce que ça s'est soldé vraiment par un échec retentissant. Et je sentais que ça ne pouvait pas faire autrement. Une grande amitié s'est développée au fil des ans entre Corinne et la mère de l'enfant. La mère de la fille de René, je l'ai connue en 1973. Je travaillais à la permanence du Parti québécois et pendant la campagne électorale de 1973, elle avait été recrutée. Ben, elle connaissait bien le parti, elle avait déjà travaillé au parti comme attachée de presse et René était allé la chercher pour faire la campagne électorale. Et c'est là que je l'ai connue, mais moi, j'étais dans une garde-robe encore, puis elle était évidemment en charge des relations publiques. Alors, on s'est à peine connus et on s'est revus quand le parti a pris le pouvoir d'une façon un peu plus rapprochée. Et quand je me suis mariée, on m'a dit que j'aurais besoin peut-être d'une attachée de presse. On m'a demandé de choisir et j'ai dit, bien, si elle voulait, je ne détesterais pas ça, là, si elle acceptait. Et c'est comme ça que l'amitié a pris le dessus. Peut-être que ça a consolidé un peu, peut-être le fait que l'enfant soit là, l'enfant, la grande enfant, peut-être que ça a aidé à consolider nos rapports. Elle avait éprouvé une grande passion pour René. C'était l'amour de sa vie. Alors, elle me l'a raconté. En me disant que c'était terminé, bien sûr, là, que bon, elle avait passé à autre chose, mais que ça a été très difficile pour elle d'oublier. J'avais remarqué que les gens étaient toujours étonnés de nous voir ensemble. C'est après que je me suis dit ça, là. Et là, j'ai compris que les gens ne pouvaient pas croire à notre amitié, étant donné le fait qu'on avait aimé le même homme. On savait pourquoi on l'avait aimé, nous autres, au moins. Hein, mais les gens avaient de la difficulté à croire ça. C'était une amitié, comment je dirais, qui n'était pas monotone. Il y avait des hauts et des bas, parce qu'on a toutes les deux un caractère assez prime-sautier. Bon, il y a eu des froids, des longues périodes où on ne se parlait plus. C'était une amitié en dents de scie, mais très, très profonde. Le 23 septembre 1985, quelques jours avant de quitter la vie politique, René Lévesque s'entretient avec le journaliste André Fournier de Radio-Canada. L'entrevue, qui n'était pas destinée à la diffusion, porte sur la pratique du journalisme au Québec.
En voici un extrait inédit. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Est-ce que c'est la télévision qui, en prenant comme vous le savez, son espèce de domination absolue, a littéralement, je ne sais pas moi, stérilisé le travail sérieux? Tout le monde sait que, d'après tous les sondages, les gens, sauf les spécialistes de l'information, prennent à peu près 90% de ce qu'ils apprennent de l'actualité, à même les manchettes de télévision. C'est rarement plus que des manchettes. Peut-être les petits journaux aussi, genre tabloïds, surtout ceux dont Pellado est le roi, ont contribué aussi à cette information capsule. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'avec des exceptions quand même, les journalistes sont à la fois très superficiels, et ce qu'on constate en particulier en ce qui concerne le gouvernement, les budgets, etc., très superficiels et très comme un essaim de mouches ou d'abeilles. Ils sautent sur ce qui passe et puis ils rebattent ça parce que c'est facile, parce que tu peux répéter 10 fois la même chose en changeant les termes. Mais j'ai eu une expérience récemment de quelque chose d'extraordinaire au point de vue économique. Toute la tribune parlementaire a été mise au courant avec insistance. Il n'y en a pas un seul qui a pris la peine même de se donner la peine de comprendre les implications économiques. Alors moi, je dirais que c'est plutôt décevant. Ce que je vois actuellement, c'est que le métier affaiblit beaucoup, qu'il y a un mélange souvent d'insignifiance prétentieuse chez, surtout ceux que j'ai vus le plus, les courriéristes parlementaires, une sorte d'insignifiance doublée de prétention et une paresse absolument invraisemblable. Et encore une fois, je vous dis, il y a d'honorables exceptions, mais on dirait que c'est ça qui se multiplie, avec également un manque de culture générale qui est assez dangereux. Oui, y compris même une absence, on dirait, presque totale de connaissances économiques. Or, après tout, Québec, il passe entre 25 et 30 milliards de dollars qui appartiennent au public. C'est un sujet assez important, l'économique. À la fin de septembre 1985, le Parti québécois souligne le départ de son chef et fondateur. Félix Leclerc est l'un de ceux qui rendent hommage à René Lévesque. Notre arme de dissuasion, depuis 30 ans, ça a été qui au Québec? Qui a tenu tête? Qui nous a défendu? Qui a frappé? Qui a fait peur? Qui a fait réfléchir? Qui a fait évoluer les choses? Qui a demandé des excuses et les a obtenues? Qui a exigé que langue française, santé, instruction, compétences soient obligatoires? La fierté, mot inconnu, qui nous en a drogués? Qui a inventé l'homme nouveau appelé québécois, qui fait des affaires jusqu'en Chine? L'homme nouveau libre, inventif, tranquille et tolérant, reconnaissable dans l'univers. L'homme nouveau qui change de branche sans changer d'arbre. C'est Guy Moffett, qui change de parti sans changer de pays. Celui qui nous quitte fait partie de la courte liste des libérateurs de peuple. L'histoire l'écrira. La seule vraie misère ici-bas, c'est de ne pas avoir de pays. Toutes les guerres sont faites pour voler celui qu'on n'a pas et garder celui qu'on a. René Lévesque est arrivé et il a dit « Ne cherchez plus. Celui qu'on a sous les pieds sera le nôtre. Ni à vendre, ni à prêter, ni à piller. Respectant toutes les langues du monde, dont la sienne. » Et maintenant, c'est un fait. Après 3 siècles, on a un pays, le Québec, planté dans le cœur à jamais. Planté dans le cœur à jamais, 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 jamais. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Tout le monde sait qu'il n'aime pas les cadeaux. Doris Lucier. Mais il va falloir qu'il se fasse une raison ce soir, parce que je suis justement ici pour lui en présenter un en votre nom. Il ne pourra pas dire non devant tout le monde. Mon cher René,
pour que tes souliers puissent voyager, j'ai pour toi un petit quelque chose qui permet à deux personnes d'aller pas mal loin dans le monde. Et je dis pas mal loin parce qu'on ne va jamais chercher assez loin le plaisir de revenir chez soi. Voilà. Au début de janvier 86, René Lévesque fait part de ses impressions de voyage à Solange Chapuroland et Claude Charron à CKAC. Croyez-le ou non, 2 mois à peine, en fait 2 mois jour pour jour, du 10 octobre au 10 décembre, pour voir 11 pays différents, dont la plupart étaient des pays que j'avais jamais eu l'occasion, ou alors depuis trop longtemps, pas l'occasion de voir ou de revoir. Alors j'ai fait le nord d'abord, le nord de l'Europe. Je ne sais pas combien de fois pendant des années, j'ai été un de ceux qui parlait des pays scandinaves, qui les découvrait puis les redécouvrait sans arrêt en lisant, mais j'avais jamais eu l'occasion de mettre les pieds là-bas. Alors j'ai fait la Suède, un peu le Danemark, la Suède, un peu la Finlande, et tout à coup une idée de fou, heureusement, le consul général à Montréal est une vieille connaissance et très gentil. Alors, j'ai réussi à obtenir un visa pour Leningrad. Alors, je suis allé revoir Leningrad après 30 ans. J'étais allé en 1955. Et puis ensuite, à mesure que le climat changeait, bien forcément, c'était l'automne, on est redescendu vers le sud, puis l'Italie. On a décidé de filer directement de Rome au Caire. On a fait un peu la croisière du Nil, Luxor, jusqu'à Aswan. Ben, moi, j'ai trouvé que c'était la révélation absolument invraisemblable de où on vient. Et comme il n'y a pas de pollution quand tu es rendu dans le bout de Luxor, parce que les grandes villes comme le Caire, c'est pollué à mort, mais là, tu arrives vraiment comme si tu étais au temps de Jésus-Christ ou avant Jésus-Christ. Alors, tout est conservé. Enfin, tout ce qui était conservable est conservé dans l'état, les dessins, les bas-reliefs. Tu as vraiment l'impression, et c'est tellement gigantesque, on voit tellement à quel point nous venons de là. Mais ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est vraiment de voir, comme avant Jésus-Christ, comme bien avant Jésus-Christ, de voir entre Luxor et Aswan, là, à dos de mulet, une espèce de misère qui est quand même, apparemment, enfin, on n'a pas le droit de dire ça, mais bien dans sa peau, les gens mangent à leur faim. Mais vraiment, là, de retourner au commencement, le vrai commencement de la civilisation. Au printemps 87, il accorde l'une de ses dernières entrevues à un groupe d'étudiants de l'Université d'Ottawa. Quand j'ai lâché la job où j'étais, là, j'avais besoin de sortir puis de m'aérer. Ça avait été assez rough pendant les 2 dernières années. Alors, je suis parti pendant 2 mois. Et pas un coin, nulle part. Les pays scandinaves, la Méditerranée, même à Leningrad, il n'y a pas un coin où il n'y avait pas des Québécois. Des Québécois en vacances, des Québécois étudiants, des Québécois en affaires, des ouvriers québécois sur les chantiers. Et tu regardes ça, tu dis, il n'y a rien. Moi, à mon humble avis, il n'y a rien qui, aussi rapidement, soit arrivé dans aucune société du monde, cette espèce d'explosion incomparable. Vraiment incomparable, d'initiative, d'agressivité, là, dans le bon sens du mot, de capacité aussi. Parce que tu voyais un peu partout à quel point, à mesure que les Québécois s'en vont à l'étranger, vendre, étudier, peu importe, ils découvrent qu'ils sont, il ne faut pas se prendre pour d'autres, mais qu'ils sont aussi bons que n'importe qui dans le monde. Alors, le Québec, pour moi, c'est ça aujourd'hui, c'est moi, à mon humble avis, un des coins les plus passionnants à regarder bouger puis avancer, là, que je connaisse dans le monde. J'ai beaucoup voyagé, j'aime ça. Et chaque fois que je reviens de voyage, je me dis, bon Dieu, OK, les horizons se rétrécissent quand tu reviens dans ton canton, mais maudit comme canton, c'est quelque chose. C'est vrai.